Bonjour, nous recevons Fanny Chappé, le nouveau maire de Paimpol. Vous avez été élu avec l'étiquette socialiste, mais en fait, vous êtes tombée dans la politique quand vous étiez toute petite. Si j'ai bien compris, Bonjour. Si j'ai bien compris, votre père, historien, travaillait avec Jean-Yves Le Drian, et votre mère avec Norbert Métairie, c'est ça? Tout à fait, oui, oui, tout à fait. Racontez-moi un peu l'histoire familiale. Effectivement, j'ai, on va dire, baigné dans une famille, en particulier avec des parents qui étaient très investis dans le milieu politique. Ma mère, elle, a choisi un investissement en tant qu'élue, tandis que mon père, c'était plutôt un investissement on va dire, en tant que penseur, en tant que personne qui était, on va dire, un interlocuteur privilégié pour les personnes qui souhaitaient approfondir leurs réflexions. Donc, c'était deux investissements très, très différents. Ma mère s'est investie aussi auprès du Parti socialiste, ce qui n'a pas été le cas de mon père, qui a toujours tenu à rester à l'écart. Donc, effectivement, c'est un milieu dans lequel j'ai grandi, que je connais assez bien. Oui. Et vous avez pris votre carte au PS en quelle année? J'ai pris ma carte au Parti socialiste assez tardivement. J'ai d'abord, on va dire, j'ai fait mes premières armes en tant qu'étudiante investie à l'université Bretagne Sud, justement avec ce souhait de me former à côté, à l'écart des partis. J'ai pris le temps de la réflexion et finalement j'ai adhéré au Parti socialiste en 2011. L'ancien maire Jean-Yves de Chesmartin a fait un recours contre vous. Il estime que l'élection s'est faite d'une courte distance. Il est mauvais joueur? Alors le recours, ce n'est pas uniquement contre moi, c'est contre l'ensemble de mes colistiers. Hein. Il y a plusieurs points et il s'en prend aussi, on va dire, à plusieurs de mes colistiers. L'écart est faible, l'écart est moins faible que celui de son élection en tant que conseiller départemental, hein, puisque sur un territoire de 20 000 habitants, il a gagné avec 23 voix d'avance. Donc ce n'est pas un argument qui est finalement entendable aujourd'hui, au vu, lui, en tout cas, de sa victoire au conseil départemental. Je ne sais pas s'il est mauvais joueur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la défaite est difficile à digérer, mais c'est quelque chose que je respecte et que je peux comprendre. Maintenant, effectivement, il va être temps de tourner la page dans l'intérêt général et dans l'intérêt des Paimpolaises et des Paimpolais. Comment avez-vous vécu la crise sanitaire et quelles leçons en tirez-vous? La crise sanitaire en tant qu'élu, ça a été vraiment. Enfin, d'abord, je suis aussi conseillère régionale, hein, donc j'étais très investie en tant que conseillère régionale de Bretagne, puisqu'il y a un grand nombre de dispositifs qui ont été mis en place pour accompagner les entreprises. Donc, ça a été aussi l'occasion pour moi d'être vraiment au plus près et très proche des entreprises de mon territoire. Donc, on a pu être vraiment au plus près de leurs besoins. On a bien compris quelles étaient leurs inquiétudes, et du coup, on a pu aussi mesurer quels étaient les risques que l'on pouvait peut-être essayer d'anticiper pour les mois et pour les années à venir. Maintenant, effectivement, il y a une leçon à tirer de la crise, et là, il y a plusieurs pistes qui s'offrent à nous en tant qu'élus locaux. Vous avez des idées très précises de ce que vous voulez faire à Paimpol ou vous attendez un peu de faire un audit, vous vous donnez le temps de la réflexion? Tout à fait. Il y a des choses sur lesquelles il y a urgence à prendre son temps. D'abord, l'état des finances à Paimpol, c'est une situation qui n'est pas bonne, très clairement. Donc là, il y a un travail de pédagogie qui va être important de faire. La situation financière n'est pas bonne à Paimpol. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est un audit financier avec la direction des finances publiques, avec la Chambre régionale des comptes, pour vraiment comprendre précisément pourquoi la situation n'est pas bonne et surtout quels peuvent être les leviers. Donc, sur la situation, sur ce qu'on veut faire précisément à Paimpol, il y a des choses qui vont évoluer aussi au vu de la crise et de ses impacts financiers. C'est-à-dire qu'il y a des investissements qui seront certainement différents et des projets dans lesquels on mettra beaucoup plus de sobriété. Et il va falloir penser les choses aussi ensemble, il va falloir faire preuve d'intelligence collective. Travailler différemment, c'est quelque chose, effectivement, pour le coup, qui va nous tenir à cœur. Est-ce que vous croyez dans les promesses de décentralisation du chef de l'État? Est-ce que, puisque vous êtes élu à la région, vous en voyez la nécessité? La décentralisation, avant d'être une promesse du président Macron, c'est surtout un travail qui est mené par le président Loïc Chenet-Gérard depuis des mois. Donc la décentralisation, oui, c'est un outil qui doit être, à mon avis, qui est certainement en tout cas l'outil principal. En tout cas, la leçon à retirer de cette crise, c'est la décentralisation, pour être au plus près des territoires, pour être plus réactif,
On voit par exemple sur la situation de la santé, la difficulté que l'on a eue à être réactif et à répondre aux besoins. Donc oui, la décentralisation sur plusieurs sujets, à mon avis, est la solution. Mais j'invite le président Macron, pour le coup, à se rappeler tout le travail qui est mené par le président Chénet-Girard sur la santé, mais en particulier, je pense, sur la demande de régionalisation du premier et du deuxième pilier de la PAC. L'alliance des écolos avec les écolos s'avère être une nécessité maintenant pour les socialistes. Ce n'était pas le cas du temps de Jean-Yves Le Drian qui les avait un peu écartés. Est-ce que ce n'est pas l'alliance de la carpe et du lapin ? Surtout compte tenu des enjeux assez contradictoires finalement entre le développement agroalimentaire et les préoccupations environnementales. Une fois encore, si on reprend, si on regarde dans le rétroviseur, moi je rappelle quand même le travail qui a été mené par le président Chénet-Girard, ce qu'il a BraceCop, 38 objectifs qui ont été posés pour repenser en tout cas la transition agri-environnementale. Il y a des sujets qui ont été posés avec l'ensemble des partenaires qui ont ce souci effectivement de la transition, par exemple, ne serait-ce que ce que je l'ai cité tout à l'heure, agroécologique. Dans l'intérêt général, nous savons très bien que nous devons relever ce défi. Donc tous ceux qui ont ce projet commun, avec ces dénominateurs communs, travailleront ensemble dans les mois et dans les années à venir, au-delà des étiquettes politiques. Repensons d'abord la priorité pour la région Bretagne. Il y a un énorme travail qui a été entamé par la BraceCop. Alors, les taux de nitrate, d'après ce que nous disait la semaine dernière sur cette antenne Thierry Burlot, sont excellents dans le Finistère, très mauvais en Ille-et-Vilaine. Comment sont-ils dans les Côtes-d'Armor ? Ça, c'est un travail qui va être aussi mené parce qu'il y a des effets d'annonce et des fois sur les nitrates. On parle aussi des algues vertes. Donc, il y a tout un travail qui est mené par la région Bretagne. Un défi majeur qui va être aussi le nôtre, mais là plus au niveau de l'agglomération en partenariat avec les communes, ça va être de travailler sur la qualité de l'eau. C'est quelque chose qui se fait aussi avec les partenaires. Donc, voilà un sujet dont on va se saisir parce qu'on est aussi élu communautaire, et un sujet dont s'est saisi Vincent Lemot, le président de l'agglomération Guingamp-Paimpol. Est-ce que vous partagez l'idée, malgré tout, que des gros progrès ont été faits, notamment par les agriculteurs, et qu'on ne peut pas indéfiniment faire preuve d'intégrisme en la matière ? Alors, si on revient en arrière d'une année, il y avait ce qu'on appelait à un moment donné l'agribashing. J'avais déjà reposé les choses. Il est important de ne pas rentrer dans des positions caricaturales. Oui, il y a un gros travail qui a été fait par les agriculteurs, et les agriculteurs sont les premiers à reconnaître qu'il y a encore des marges de manœuvre et qu'il va être important de continuer de travailler ensemble. C'est quelque chose, une fois encore, qui est fait avec la région Bretagne, en particulier avec le vice-président de l'agriculture, Olivier Allain. Moi, je rappelle quand même que sur 28 500 exploitations en Bretagne, 5 500 ont bénéficié de mesures agro-environnementales et climatiques. Donc voilà qu'il y a un travail qui est entamé et qu'il faut poursuivre. Est-ce que l'agrobusiness fait preuve d'intimidation à l'égard de la presse, comme le dit Inès Léraud, auteur d'une BD sur la question, enfin sur les algues vertes, de ce que vous pouvez voir et entendre? Ça, c'est pas c'est pas un sujet, moi, pour le coup, que je maîtrise particulièrement, sur lequel je pourrais me donner un avis. Moi, je sais qu'en tant qu'élu local, ce qui est important, c'est d'être sur le territoire et de travailler avec l'ensemble des partenaires. Nous, c'est ce qu'on a à cœur de faire aujourd'hui, et ça se passe bien. Et ensemble, on connaît les responsabilités que l'on doit assumer. En tout cas, cette année, il n'y a pas encore beaucoup d'algues vertes dans les Côtes-d'Armor. Pour l'instant, les algues vertes ne sont pas présentes comme elles ont pu l'être. Donc, effectivement, on constate qu'il y a une présence moindre que les années passées. C'est un fait, c'est un constat. Il y a des violences dans les petites villes, même à la campagne aujourd'hui. La criminalité a augmenté. Il y a tout un débat, on l'a vu la semaine dernière, sur l'éventuel racisme de la police, tout ça dans le prolongement de l'affaire George Floyd aux États-Unis. Comment vous vous situez par rapport à ça ? Par rapport une fois encore, il y a deux sujets qui sont en train de s'imbriquer en ce moment, et à mon avis, il y a danger à les laisser s'imbriquer. Il y a celui des violences policières. Donc moi, je soutiens la demande d'Olivier Faure de faire une enquête sur les violences policières, qu'il a demandé auprès de l'Assemblée nationale. Des violences policières, je pense qu'à un moment donné, il est important de se dire qu'il y en a. Je lisais encore un article ce matin sur des policiers qui ont pu faire part, effectivement, de comportements racistes dans leur rang. Attention, ça ne veut pas dire, et je crois que c'est de notre responsabilité aussi des élus,
de reconnaître le travail qui est fait par la police, qui est mené par les forces de l'ordre, de redire combien on les soutient. Quand vous Le voyez sujet les qui est en train de Tchétchènes s'impliquer, et à mon débouler... avis pour lequel il y a un danger, c'est de rentrer. Il y a une dérive, et la gauche est peut-être responsable là-dessus, moi je le reconnais. Il va falloir affronter ce problème des violences policières, c'est un fait. Maintenant, cette dérive qui consisterait à dire que l'État est raciste, là, il y a quelque chose qui pose question. Kofi Annan, il a bien dit, attention, c'est pas parce qu'il y a des violences policières et c'est pas parce qu'il y a des comportements racistes qui existent et sur lesquels il va falloir travailler et prendre nos responsabilités que pour autant, on doit laisser la dérive vers l'État français est raciste. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut poser, à mon avis, un cadre urgemment. Vous êtes pour déboulonner les statues ou pas? Je suis surtout, alors vous l'avez évoqué en introduction de cette interview, moi j'ai un père qui était historien, et s'il y a quelque chose et je me souviens d'entendre des échanges qu'il a pu avoir avec Jean-Yves Le Drian, lui-même historien, la responsabilité, elle n'est pas de refaire l'histoire, elle est de la retravailler, de la comprendre, de faire en sorte de faire porter à nos générations futures les responsabilités, mais ne surtout pas rentrer dans quelque chose qui consisterait à victimiser que les victimes deviennent persécuteurs, et de génération en génération, on deviendrait persécuteurs-victimes. On n'a pas à se culpabiliser, à culpabiliser les générations à venir d'une histoire qui a été à un moment donné difficile. Par contre, on doit assumer nos responsabilités, on doit être capable de présenter nos excuses et on doit être capable de tirer les leçons d'une histoire. Pas pour la repentance perpétuelle. Quand vous voyez les Tchétchènes débouler avec des armes dans la bonne ville de Dijon, dont le maire est François Rebsamen, vous n'êtes pas pour désarmer la police non plus, j'imagine. Le sujet, là, en fait, le sujet il est éminemment complexe, et puis vous le présentez de façon assez caricaturale. Ah ben, la réalité n'est pas caricaturale, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'ils ont des armes. C'est la première fois qu'on voit des bandes armées circuler dans une ville. Ça pourrait vous arriver à Paimpol. Tout à fait. Alors, c'est pas parce que ça arrive à Dijon que ça va arriver à Paimpol, mais effectivement, là, il y a un vrai sujet. Et c'est pour ça qu'il faut le reprendre tel qu'Olivier Faure l'a posé, c'est de reprendre le sujet sur les violences policières, mais de reprendre aussi ce sujet du communautarisme, reprendre ce sujet aussi de la laïcité, de reprendre ce sujet-là. Il y a urgence. Et effectivement, il n'est pas possible, en l'état actuel, ça, effectivement, c'est pas possible de laisser ces dérives et ces violences s'installer sur notre territoire. Fanny Chappé, je vous remercie. Et on se retrouve demain avec un nouvel invité sur TVO et TV Sud. À très vite.